écoutez, je vais vous proposer qu'on démarre, si ça vous convient. Est-ce que vous pouvez applaudir aussi fort que les voisins? Non, je blague, je blague. Merci de cette coopération, merci beaucoup. Eh ben, on va pouvoir en effet démarrer. Je pense qu'on est au complet. Il n'y a plus que Martin qui travaille dans un coin. Voilà, on est tous là. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Moi, je suis très très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le 16 octobre 2042. Le soleil brille toujours à Pau à l'occasion de ces 38e rencontres du tourisme institutionnel, du e-tourisme institutionnel. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Géraldine Huette. Géraldine qui est donc déléguée générale de la rétrospective touristique. Et je reçois également Noémie Aubron, Noémie qui est facilitatrice des usages du futur. Et moi, je m'appelle Laurence. Et je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble là pour environ 1 heure, pendant laquelle on va se proposer, un peu comme tous les ans à Pau, en fait, de venir un petit peu réfléchir, questionner les évolutions majeures que connaît l'industrie du tourisme. Et puis là, on a une professionnelle de la rétrospective, donc on va vraiment s'intéresser à ces 20 dernières années, 2022-2042. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et d'interroger mes expertes, parce que moi je ne le suis pas, j'avais envie de vous partager une petite gourmandise qui est aujourd'hui tout à fait vintage, puisqu'il s'agit d'une newsletter qui date de 2022, que vous avez écrite, Noémie, à l'époque, il y a 20 ans déjà. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous réfléchissiez déjà beaucoup sur le futur, sur notre futur à tous, et ce, de façon très transversale sur beaucoup de thématiques. Mais là, notre attention, elle s'est arrêtée sur une micro-fiction que vous avez rédigée sur le thème, la notion d'hospitalité. Et donc, une notion qui nous concerne tous ici aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer, écoutez, voilà, vous asseoir tranquillement, vous détendre. On est parti pour quelques courtes minutes de lecture. Vous avez le droit de fermer les yeux, mais je vous réveillerai à la fin de cette courte lecture. C'est parti. Donc, cette newsletter de 2022 s'appelle « Futur pacte d'hospitalité ». Vous ouvrez la boîte aux lettres et récupérez machinalement les enveloppes qui s'y trouvent. L'une d'entre elles attire votre regard. Elle porte le cachet de l'Office national des voyageurs invités. Vous vous précipitez alors chez vous et appelez toute votre famille pour ouvrir ce courrier ensemble. Tout le monde se réunit autour de vous pour en écouter la lecture. Après une grande inspiration, vous lisez les premières lignes. Un petit village des Cévennes vous invite pendant 2 semaines cet été. À cette annonce, tout le monde soupire de satisfaction. Alors en fait, l'adhésion de votre famille à ce nouveau programme de voyage il y a quelques années, vous avez pour l'instant un peu laissé sur votre faim. Vous soutenez l'idée de sortir de la logique de tourisme pour devenir des voyageurs invités par un territoire. Ça permet bien sûr de partir à la découverte de lieux méconnus dans une démarche respectueuse des locaux. Mais l'année dernière, face à des propositions décevantes, vous aviez finalement opté pour des déambulations virtuelles dans des villes européennes et vous avez ainsi cumulé davantage de points pour accéder à une destination en adéquation avec vos attentes l'année suivante. Et cette année, à première vue, l'option proposée semble plaire à tout le monde. Vous avez en effet passé du temps en famille à définir votre projet de vacances qui précisait à l'Office national des voyageurs invités la manière dont vous souhaitez découvrir un territoire. À mesure que vous parcourez le courrier, il apparaît à tous que cette destination semble faite pour vous. Cette commune a en effet mis en place un pacte d'hospitalité cohérent avec vos attentes de vacances, respect de la nature et immersion culturelle, tout en soutenant l'économie locale. Ce pacte impose par contre une contrainte importante. Les photos avec votre téléphone sont interdites sur place. Les enfants commencent à râler. Mais à la ligne suivante, il est précisé qu'un habitant propose de fournir un appareil photo et qu'il vous enverra les photos développées 1 mois après votre départ afin de savourer vos souvenirs. La lettre se termine en précisant qu'aucun guide touristique n'a été édité dans cette ville depuis près de 15 ans. Vous serez les premiers invités à être accueillis depuis plusieurs années. Mais les habitants ont construit des programmes thématiques pour vous aider à découvrir la région.
Vous pourrez ainsi rencontrer la doyenne du village qui fait office de musée ou vous reconnecter à vos rêves en dormant dans la maison du village où on ne capte aucun réseau. Le programme est alléchant. Il vous faut vite confirmer cela pour ne pas perdre votre place. Alors Noémie, 20 ans plus tard, à l'écoute, votre micro est allumé, je pense, Noémie. 20 ans plus tard, voilà, en réécoutant cette micro-fiction, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui ? Eh bien, ça m'inspire que prédire le futur, c'est hyper compliqué. On est en 2042, j'ai un peu plus de cheveux blancs qu'en 2022 et surtout le tourisme a beaucoup évolué. Mais je crois qu'il y a une idée qui s'est vraiment concrétisée, c'est cette idée d'hospitalité, de retrouver un lien différent entre locaux et touristes. Et je pense qu'on va beaucoup en parler pendant cette heure. Absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de renouer avec la notion d'hospitalité. Et cette notion d'hospitalité, elle n'est pas nouvelle. Et certains s'en étaient déjà emparés en 2020-22, dans les années 20, comme se plaît à dire Géraldine. On va parler d'un sujet qui un peu fâche, on peut le dire. Géraldine, moi, j'avais envie que vous réagissiez sur le fait que vous le savez, la ville de Lyon a été récemment rachetée par l'opérateur Orange, l'opérateur téléphonique. Et puis, on apprend maintenant qu'après l'île de la Réunion, c'est l'office de tourisme de la ville de Paris qui est tombé aux mains d'Airbnb. Alors, c'est un contrat qui a été âprement négocié, mais qui va quand même offrir quelques années de répit face à la pression étatique, ou plutôt au désengagement de l'État qu'on connaît bien, malheureusement. Mais c'est vrai que ce rachat par Airbnb, ça change quand même radicalement le paysage institutionnel du tourisme. Quelle est votre réaction face à ça, Géraldine ? Merci déjà de me permettre de m'exprimer parce que déjà en tant que réunionnaise, je vous avoue que la dernière actualité m'a un petit peu chamboulée, mais en même temps, si on se retourne effectivement dans les années 2020, on avait déjà des indices. Souvenez-vous, en 2022, même à partir de 2020, en fait, Airbnb avait mis en place un portail des territoires juste après la crise Covid et son objectif, c'était bien de se rapprocher des acteurs locaux du terrain, puisque son objectif de toujours était d'affirmer un certain ancrage local avec un certain cynisme, reconnaissons-le. Et donc, ce premier portail a été une première étape pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer sur les territoires. Et vous n'êtes pas sans savoir que la situation actuelle a fait que l'État s'est progressivement désengagé des collectivités territoriales, qui pour la plupart se sont retrouvées surendettées. Et donc pour ces collectivités surendettées, la proposition de rachat d'Airbnb a été une véritable aubaine financière et Airbnb peut désormais réellement incarner son ancrage local. Absolument, et c'est vrai que cette situation qui est évidemment malheureuse a été également renforcée par le fait que les fonds européens qui étaient jusqu'alors dédiés au développement économique et touristique a été réorientés naturellement vers les enjeux environnementaux qui ont pris le pas et on le comprend bien. Pour autant, ce rachat massif des OGD par le Airbnb peut créer des inquiétudes. Ma question, c'est de faire un peu un état. Aujourd'hui, on a parlé de l'île de la Réunion, de la ville de Paris. Est-ce que Airbnb, aujourd'hui, a mis la main sur tous les offices de tourisme ? Non, heureusement. Heureusement, on a des offices de tourisme qui ont malgré tout anticipé ce qui était en train de se passer et qui ont fait évoluer leur modèle. Et donc, on a plutôt maintenant des modèles d'agences de développement touristique. Alors, ce qui a fait la différence et ce qui leur a permis de résister à un géant comme Airbnb, c'est qu'il développe deux postures. Une posture vraiment d'AD, d'agence de développement, en posant donc une stratégie, un accompagnement structuré avec une certaine vision. Et puis la deuxième posture, qui est vraiment la posture qui me semble vraiment très très intéressante dans un contexte très mouvant, c'est que ce sont des structures extrêmement agiles et qui sont en capacité de se réadapter et de proposer un accompagnement presque millimétré sur mesure aux acteurs locaux du terrain. Et puis on parlera peut-être de la charte de bonne consommation. Absolument, comme exemple. On va y venir
tout à fait. Bonne nouvelle hein, d'apprendre qu'un certain nombre d'offices de tourisme ou d'OGD ont été résilients, on le sait. Hein, c'est un secteur qui a montré qu'il savait s'adapter. Noémie, moi je me tourne vers vous. Vous êtes donc garante un petit peu des usages du futur. Merci à nouveau d'être là. D'après vous, ce rachat des offices de tourisme par Airbnb, bonne ou mauvaise nouvelle ? Alors évidemment, il y a plusieurs manières de voir ça. D'un côté, il y a une très forte attente sur une nouvelle approche en termes de services. Il y a beaucoup de niches de tourisme qui ne sont pas très bien servies aujourd'hui à l'heure actuelle. Et Airbnb avait vraiment tenté très fort dans leur dernier plan stratégique d'aller assez fort sur le staycation, donc cette possibilité d'offrir des séjours locaux aux locaux, donc de visiter sa propre commune. Et en fait, on s'est rendu compte que le support numérique n'était pas forcément le plus approprié pour ça. Et ils avaient vraiment du mal à retranscrire cette authenticité qui était avec une exigence beaucoup plus élevée, forcément, avec les locaux. Donc là, on voit une opportunité pour eux d'aller chercher ce marché-là et d'aller vers ces usages-là. Une autre hypothèse, ce serait probablement qu'ils vont aussi aller développer de nouvelles offres pour les travailleurs nomades, qui sont vraiment une population en croissance extrêmement forte. Donc ces personnes qui changent de ville tous les 2 ou 3 mois et qui ont aussi des exigences en termes d'expérience extrêmement élevées, qui aiment bien les parcours fluides et en même temps qui recherchent aussi l'authenticité, le lien local, la capacité à s'insérer dans un tissu et une communauté locale. Et donc on voit que là, ça permettrait aussi de répondre à l'exigence de cette communauté. Et puis peut-être dernier point qui pourrait être là un petit peu plus audacieux, mais c'est finalement cette idée que Airbnb pourrait aussi transformer les offices de tourisme en agences de voyage à destination des locaux, étant donné qu'ils ont aussi cette possibilité, eux, d'avoir une mise en réseau internationale avec leur plateforme numérique aujourd'hui. Donc beaucoup de possibilités en termes de développement de nouvelles offres, mais d'un autre côté, on entend aussi beaucoup d'usagers qui dénoncent un potentiel human washing. Ils ne sont pas forcément dupes de la manière dont Airbnb est en train d'essayer de rentrer par la porte locale. Et donc, ça soulève pas mal de questions sur l'avenir de ce mouvement. Absolument, Noémie, vous parliez d'authenticité, d'ancrage local versus human washing. On a bien connu dans les années 2020 le phénomène de greenwashing qui avait été beaucoup décrié. Aujourd'hui, Airbnb est peut-être en train un peu de rater la marche du social, du local, on ne sait pas. À voir. Je vous propose qu'on change un petit peu de sujet pour revenir une fois de plus sur une autre tendance qui était très forte. Rappelez-vous, en 2022, on parle Web3, on parle métavers, on parle crypto-monnaie, etc. Aujourd'hui, le métavers, après un âge d'or de 2 petites décennies, le métavers décline. Nos concitoyens doivent aujourd'hui réapprendre à faire du tourisme IRL dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous observez, Noémie ? Alors effectivement, le voyage par métaverse a vraiment connu un boom extrêmement fort, motivé d'un côté par des contraintes budgétaires, c'est clair, mais aussi par une forte conscience écologique. Et donc les simulations de voyage ont vraiment connu un essor extrêmement fort dans les dernières années. Mais c'est vrai que cette fermeture là, de destinations assez phares bouleverse vraiment le calendrier des vacanciers à quelques semaines vraiment des vacances scolaires. Et donc on doit s'attendre effectivement à un report des projets de vacances dans la vraie vie. Et donc ça pose vraiment la question de comment est-ce que toute cette génération de jeunes touristes qui ne se souvient même pas de son dernier voyage dans la vraie vie va du coup trouver ses marques et ses repères dans le tourisme dans la vraie vie. Et souvenez-vous, on a déjà vécu cette expérience en 2020 suite à plusieurs semaines de confinement pendant la pandémie. Il y a eu beaucoup de difficultés et de malaise social pour certains à reprendre une vie sociale plus normale. On est vraiment là dans un contexte de même type et probablement exponentiel, donc avec vraiment une difficulté probable que les professionnels du tourisme doivent tout de suite anticiper pour recréer des expériences guidées pour du coup que ces expériences dans la vraie vie soient fluides pour des gens qui n'y sont pas du tout habitués. Donc pensez à comment est-ce qu'on fait une valise, c'est quelque chose qui est devenu difficile à
à anticiper et à prévoir, et donc il faut vraiment recréer cette notion-là. Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'attente ? On est aussi auprès de publics qui sont très habitués à être dans l'impatience, dans la gratification immédiate. Donc retrouver ces repères-là et recréer du coup des expériences qui sont compatibles avec ces nouveaux usages et cette nouvelle manière de voir les choses. Et oui, comment faire sa valise 20 ans plus tard? On ne sait plus. Et puis alors, Noémie, vous me confiez tout à l'heure qu'après le premier confinement, vous ne saviez plus faire votre sac à dos. Voilà, et que vous étiez quand même parti presque 5 fois de chez vous sans votre porte-monnaie. Voilà. Donc, on se déshabitue vite, hein, on le voit. Là, 20 ans de métavers, ça change vraiment la donne. Merci pour cet éclairage, Géraldine. Comment les agences de développement touristique, je parle bien des AD qui ont résisté à ce rachat d'Airbnb, comment est-ce qu'elles gèrent des métiers qu'elles ne faisaient plus jusqu'alors? C'est-à-dire comment est-ce qu'elles gèrent aujourd'hui, dans ce monde de l'après-métavers, comment est-ce qu'elles gèrent l'accueil, l'information touristique? Alors, je confirme qu'elles ont autrefois beaucoup investi le métavers pour les raisons que Noémie a citées, l'effet de mode, bien sûr, mais aussi les raisons budgétaires. Donc aujourd'hui, effectivement, les AD se sont posé la question de comment réenvisager l'accueil. Les solutions ont été assez unanimes. Il n'est pas question de remettre des bureaux d'information touristique comme on le faisait autrefois. On est plutôt aujourd'hui à imaginer des dispositifs d'îlots éphémères, spontanés, la plupart du temps low-tech, qui vont se positionner sur des sites touristiques en fonction en fait de la fréquentation souhaitée sur ces lieux et de la stratégie déployée. Et comme le disait Noémie, les AD débordent d'imagination pour aider les visiteurs à reprendre confiance dans ce monde réel. Donc ils font beaucoup de tutos. On est revenu à des choses très très basiques. Alors moi ça me fait plaisir, hein. Le retour du tuto, c'est vraiment je parlais de gourmandise vintage en introduction, c'est vraiment ça. Et alors les gens adhèrent, hein, vraiment à ces tutos, quoi. Mais c'est hyper pratique, ça rend fluide, et puis on est sur des choses basiques, comment réserver, comment me déplacer, comment gérer mon temps, comme disait Noémie. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est pas notre sujet du jour, la mobilité, mais après 20 ans passés dans son salon, sur son canapé, avec un Oculus sur les yeux, se déplacer, c'est devenu un vrai sujet pour nos visiteurs. Merci Géraldine. On va aborder une évolution très très forte. Alors c'est pareil, c'est une vieille photo, hein, c'est 2022. Vous vous rappelez peut-être, on est à Pont de l'Arc. Je rappelle que c'est un time-lapse, que voilà, c'est 1 heure de fréquentation du site. Ça n'est pas une photo prise à un instant T, mais c'est quand même symptomatique de ce qui se passait à cette époque. Donc je rappelle que les loueurs de kayak disent ne communiquez pas sur le fait qu'il n'y a pas d'eau parce qu'il faut que les visiteurs viennent et louent des kayaks, et des visiteurs qui continuent à mettre des coups de rame sur la tête des poissons qui, eux, ne peuvent pas délocaliser leur activité en tant que poissons habitant dans des rivières. Qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé évidemment une prise de conscience importante, puisque 2022, c'est un peu l'année où on subit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, canicule, méga-feu, sécheresse, c'était assez désagréable. Les OGD sont un peu en mode communication de crise, c'est vraiment compliqué. Et puis l'État se dit qu'il y a vraiment un sujet à traiter. C'est un sujet qui s'est traité à partir de 2025 de façon réelle et concrète, avec d'abord la mise en place expérimentale dans un premier temps, puis de façon généralisée, d'un pacte de bonne consommation touristique. Vous l'évoquiez, Géraldine, tout à l'heure. Ce pacte prévoit un séjour sous contrainte. C'est un dispositif contraignant pour les touristes, comme pour les entreprises. Est-ce que, Géraldine, aujourd'hui, il porte ses fruits, ce dispositif ? Oui, de manière générale. Et puis, comme vous le disiez, il faut saluer l'initiative de quelques OGD et prestataires touristiques qui ont vraiment ouvert la voie de ce pacte de bonne consommation. Et c'est comme ça, en fait, que l'État a accepté d'expérimenter une trentaine de dispositifs territoriaux et que ça s'est ensuite généralisé. Donc oui, ça porte ses fruits pour la simple et bonne raison, et vous le savez tous pour avoir fait des séjours de ce genre, c'est que maintenant, l'ensemble d'un séjour
séjour touristique est d'abord un engagement de bonne consommation énergétique. Donc, l'ensemble des structures touristiques sont monitorées, tout est suivi, votre douche est minutée et tempérée, le contrôle de l'électricité, même des matières premières qui peuvent être utilisées, et bref, et toutes ces données sont bien évidemment centralisées au niveau du prestataire, mais l'ensemble des données des prestataires remontent aussi auprès de l'agence de développement qui, du coup, elle peut suivre en temps réel comment se comporte la consommation énergétique sur son territoire et donc peut ainsi réagir. Absolument. Et donc là, on parle de la consommation énergétique des visiteurs. Donc on a dit douche minutée et tempérée, température de votre chambre. Ça avait été initié, on se rappelle du fameux col roulé de 2022. Usage modéré d'appareils électriques, éclairage, matières premières issues de circuits courts en priorité. Tous ces aspects, en effet, Géraldine, de la consommation énergétique font l'objet d'une gestion centralisée. Ce sont finalement les évolutions de la Smart City. Et ce monitoring du citoyen est intéressant, mais on est aujourd'hui capable, grâce à la collecte, l'optimisation, la rationalisation de la data, de gérer de façon très puissante la fréquentation des sites les plus fragiles. Et c'est vrai que je ne vous cache pas qu'en 2028, l'installation des portails à l'entrée des calanques a en effet suscité un peu d'émotion. C'est vrai que ça pouvait sembler un peu violent. Il n'en reste pas moins que ça a permis, avec ce relevé de data, de compteurs, où maintenant aujourd'hui la techno nous a largement aidé à être opérationnel dans cette lutte contre la surconsommation des sites touristiques. Et bien maintenant, vous le savez, lorsqu'il y a trop de monde dans les calanques, les barrières se ferment. Vous citez un autre exemple, Géraldine, que je trouve très amusant, qui était assez récent. C'est une sacrée technologie. Oui, exactement. Donc ça se passe sur la Côte d'Azur où ils sont en train d'expérimenter des tapis de plage roulants qui vont se déplacer de manière latérale pour changer d'espace sur la plage lorsque cet espace est surfréquenté. Voilà, ça va nous permettre de désengorger les plages de la Côte d'Azur. C'est un vrai besoin, on est d'accord, c'était insupportable, ce touche-touche de serviette. Bon, voilà. Là, on a vraiment trouvé aussi comment repacifier l'espace public. Et ça, c'est vraiment une dimension intéressante. Merci la technologie d'être là pour nous y aider. On voulait très rapidement parler d'une thèse qui a fait un petit peu foi. On est en 2025. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques éléments à ce niveau-là ? Alors, il faut... oui, c'est vraiment une thèse qui a fait la différence dans l'observation touristique. Donc, je vous cite le titre. Donc, gouvernance adaptative et résilience des territoires touristiques, donc par Madame Caroline Leroy. Donc sa thèse est parue en 2025. Bon, elle n'a pas convaincu tout le monde à l'époque, mais depuis, elle a eu raison et donc elle prenait donc une observation qui était centrée sur des indicateurs d'impact et qui s'appuie sur la réalité des parties prenantes des territoires et de la réalité de ces territoires. Et aujourd'hui, l'observation qui est mise en place par les AD dont je parlais s'inspire véritablement de ce travail. Et vous me demandiez si ça portait ses fruits. Eh bien oui, ça porte ses fruits. Ça le fait d'autant plus que à chaque fois qu'un visiteur fait ses efforts de son côté, eh bien, ça lui permet de cumuler un certain nombre de points pour lui permettre donc d'accéder à des séjours dans des destinations très protégées et donc dont les accès sont très, très réglementés. Et cerise sur le gâteau, ça permet aussi de pouvoir prendre un bain dans une vraie baignoire, quoi. Et ça, c'est quand même une révolution. C'est-à-dire que depuis 2023, les bains étaient interdits sur tout le territoire français. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que on aurait pu assister à la mise en place de méthodes coercitives sous forme d'amende peut-être pour sanctionner, punir les mauvais gestes de nos concitoyens. L'État a fait une chose qui est plutôt intéressante, qui a été plutôt d'aller du côté de la méthode incitative. Et c'est vrai que du coup, Noémie, vous n'étiez pas tant trompée que ça dans votre micro-fiction sur l'hospitalité.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment, côté usager, côté visiteur, comment ce pacte de bonne consommation touristique est perçu? Bah, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, ça s'est vraiment installé très très vite dans les usages. C'est vraiment devenu normal de voyager sous contrainte. Et d'ailleurs, on a du mal à se souvenir qu'il y a quelques années, c'était vraiment une pratique extrêmement marginale. C'est parti vraiment de territoires qui étaient volontaires et qui avaient vraiment envie de repacifier le lien entre le touriste et le local. Et donc, qui d'eux-mêmes ont mis en place des pactes entre touristes et locaux, basés du coup sur une bonne entente de partage de ressources et d'entente sociale. Et donc, petit à petit, ça s'est élargi des pionniers vers une pratique tout à fait normale et acceptée par tout le monde. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une contre-culture qui est en train de d'émerger à partir de ça. Oui, il y a des contestataires un petit peu. Il y a des contestataires qui sont en train de revenir aux vacances all inclusive. Donc vraiment cette idée de pouvoir profiter des vacances sans contrainte, ça vraiment il y a une population qui est encore marginale et petite, mais qu'on observe vraiment en train de réclamer, en fait, revendiquer les vacances comme un moment où on n'a pas envie de se priver. Et donc finalement de revenir au modèle du Club Med ou au buffet du resto chinois. Oui, c'est le grand retour du buffet du resto chinois, quoi. Voilà, donc c'est pas une pratique qui est très bien vue socialement. Mais on a quelques territoires qui ont trouvé une faille réglementaire pour proposer des voyages de ce type-là et donc pouvoir accueillir ces touristes qui ont vraiment envie de relâcher la pression du quotidien et de vivre des vacances sans contrainte. Et on peut le comprendre. C'est vrai que ce concept de séjour sous contrainte a été assez compliqué, en effet, vous le disiez, à faire admettre à la population. Pour autant, on connaît les enjeux qui ont traversé ces 20 dernières années. Voilà, on avait envie de revenir sur ces 3 tendances très très lourdes qui ont vraiment changé, modifié en profondeur le paysage du tourisme institutionnel. Vous venez donc d'assister à une conférence du futur. Je vous propose qu'on revienne ensemble en 2022. Je vais vous présenter en vrai Géraldine Huette, responsable veille VIP, veille, innovation prospective à la Fédération réunionnaise du tourisme et néanmoins membre de la commission ADN Tourisme Prospective. On en parlera tout à l'heure et je vous présente Noémie Aubron qui co-dirige l'agence d'innovation 15 marches et qui écrit des newsletters du futur. Et moi, je m'appelle toujours Laurence, ça n'a pas changé. Alors, merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu. Merci de votre bienveillance. Hashtag confiscation du langage, mais vraiment, vous avez été hyper à l'écoute. C'était vraiment chouette. On aimerait, si vous en êtes d'accord, vous faire réagir à ce que vous venez de traverser. Peut-être qu'on peut le faire en restant en config là comme on est. On se disait qu'on aimerait avoir un peu votre sentiment sur probable, pas probable. On a évoqué 3 affirmations différentes. On peut peut-être, si vous voulez, les rebalayer ensemble. Et puis on aimerait bien que vous nous donniez votre sentiment, en fait, probable ou pas probable. Vous avez le droit de trouver ça pas du tout probable. Ce sont des scénarios qui ont vocation à évoluer. Alors voilà, notre première affirmation, notre première proposition, c'était de dire qu'en 2042, Herbio aura racheté l'ensemble ou presque des offices de tourisme français. Qu'est-ce que vous en pensez? Probable ou pas probable? Et, alors moi je vais vous passer le micro parce que nous sommes enregistrés en direct, pas du tout en direct. Qui a parlé? Qui est-ce qui s'est lancé à me dire pas probable? Est-ce que ça vous dit de nous expliquer un petit peu pourquoi vous pensez que c'est pas probable? Il n'y a pas de réponse intelligente. On dit des bêtises depuis 30 minutes. Alors, je pense probable qu'il est dans 10 ans ou 20 ans, il n'y aura plus d'office de tourisme, ça j'en suis persuadée. Ou du moins plus du tout comme on est aujourd'hui. On sera plus sur l'aspect numérique, mais sur l'accueil, non. Mais ça, c'est mon avis. Et Airbnb... je ne pense pas qu'ils rachèteront les offices de tourisme parce qu'ils sont déjà très forts dans ce qu'ils font et je ne suis vraiment pas certaine qu'ils aient besoin des offices de tourisme pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont quand même fait beaucoup de développement ces derniers temps, ces derniers mois sur justement l'hospitalité, les propositions de billetterie à côté, etc.,
quel intérêt de racheter un office de tourisme, j'en suis vraiment pas certaine. Par contre, sur l'évolution des offices dans 20 ans, ça, je pense que même 10. Voilà. Merci beaucoup pour cette réaction. Est-ce que quelqu'un pense que c'est probable et est-ce que quelqu'un se ferait l'avocat des offices de tourisme? Parce que madame vient de dire, bon, quel intérêt de racheter un office de tourisme? Vous n'avez pas des trucs à vendre, en vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de bonne raison de se dire que ce serait un bon... Vous savez, tout à l'heure, je disais que la ville de Lyon avait été rachetée par Orange. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Alain Damasio dans Les Furtifs. Et c'est très probable, en fait, pour le coup. Ce scénario est très probable. Monsieur, vous voulez interagir? Je vous amène tout de suite le micro. Merci. En fait, Airbnb ne va pas racheter l'ensemble des offices de tourisme, ou ne va pas racheter les offices de tourisme. Peut-être qu'Airbnb va réinventer un modèle d'office de tourisme privé qu'ils peuvent déjà commencer à consolider parce qu'ils achètent de l'offre. Et plus ils vont posséder de l'offre, du loisir, de l'hébergement, des activités, en fait, plus ils sont en train ils peuvent inventer un modèle d'office de tourisme qui serait peut-être en 2042 le concurrent de nos offices institutionnels. C'est peut-être ça un peu le développement. C'est-à-dire que des opérateurs digitaux vont devenir des acteurs touristiques globaux, numériques, mais peut-être pas d'ailleurs. Peut-être qu'ils pourront... on voit qu'ils commencent à lancer des pistes pour des choses très concrètes et pas forcément que sur du digital. Mais peut-être qu'Airbnb pourrait se lancer là-dedans, oui. Eh bien, merci beaucoup. Je propose qu'on passe... Vous vouliez interagir, monsieur? On y va, ouais. Sur la même question, peut-être que Airbnb, à ce moment-là, aura été dépassé par le mouvement des propriétaires, finalement des appartements, qui auront réalisé qu'ils forment une communauté qui n'existait pas jusqu'à présent, qui auront créé une sorte de super conseil syndical des propriétaires Airbnb sur la destination et qui seront devenus la plus importante des filières de la destination, qui vont discuter en direct avec la collectivité parce que c'est eux qui pèsent le plus de poids fiscal, économique, etc. Et que peut-être Airbnb aura engendré un hydre involontairement. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'après tout, Airbnb sans les hébergeurs, ça vaut pas bien cher. Oui. Monsieur, à vous. Un commentaire. Il y a peut-être un paradoxe. D'un côté, grâce au métaverse, plus la peine d'aller se déplacer dans la vraie vie, in real life, pour aller sur site. De l'autre côté, Airbnb vit aujourd'hui par le déplacement dans la vraie vie. Donc, il y a deux possibilités. Soit il n'y a plus de déplacement, il n'y a plus besoin d'Airbnb, soit ce n'est pas le cas, et auquel cas, il y a besoin toujours d'avoir un contact physique sur place, et le rôle des offices de tourisme me semble un des acteurs pour ne serait-ce que proposer ces destinations et donner envie aux gens à distance de venir sur place. Merci beaucoup pour cette réaction. Je vous propose qu'on passe à la suivante. Merci Géraldine. Je vous rappelle qu'en 2042, le métaverse, c'est ringard. Plus personne n'en veut. On arrête cette chose-là. On doit réapprendre le tourisme dans la vraie vie. Comment ça se passe? Probable ou pas probable? On ne sait plus faire notre valise, on ne sait plus comment interagir dans un pays plus ou moins lointain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui. Moi, je pense qu'au contraire, ça va se développer, mais ça va se développer sur une partie de la population. Et il y aura peut-être les jeunes qui consommeront du métaverse pour, à 30 ans, 40 ans, avoir une vraie vie. Parce que quand on est jeune, on est plutôt dans l'abstrait. Et puis quand on est un peu plus vieux, on retourne à nos racines. Et donc je pense dans les comportements humains, ça va s'ancrer encore plus dans cette dynamique-là. Le métaverse, je pense, va donner une notion d'acculturation des populations jeunes à la consommation touristique d'une manière responsable, durable. Le fait de connaître déjà sous le métaverse une destination
ça peut permettre de découvrir dans la vraie vie une destination, mais d'une autre manière, et d'une manière plus approfondie, plus ancrée, plus connectée à la population. Donc moi je vois ça d'une manière positive et complémentaire surtout. L'un ne remplacera pas l'autre, ça c'est certain. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, Géraldine, il faudra penser à intégrer des tutos valises dans le métavers pour préparer nos... Tu le notes, Noémie? Alors, pour ma part, je quitterai ces 3 journées ce soir avec une interrogation là-dessus. J'ai toujours pas compris, en fait, de quel côté on va verser, sans jeu de mots, parce que j'ai le sentiment que dans le tourisme, comme dans beaucoup d'autres secteurs, alors on nous a expliqué, j'ai un peu mieux compris ce qu'était le métaverse, ce que sont les NFT, etc. J'ai pas de jugement de valeur dessus, je suis juste pas certain que le monde va être celui-là demain, que ça va exister, c'est sûr, mais j'ai plutôt encore le sentiment que ça va être une niche ou une évolution ou un segment, enfin une partie de notre monde, mais ça va pas devenir... Mais bref, c'est ce que je disais, on échangeait avec des collègues et on se disait, on va partir ce soir avec 2 choses complètement opposées. D'un côté, le sentiment que le monde va évoluer vers les métaverses, les NFT, etc. Et d'un autre côté, vers la real life, et les 2 opposés. Et qu'en tourisme, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est finalement la zone du milieu qui va s'effacer et qu'on va cohabiter demain, on va voir cohabiter 2 côtés très opposés. Et le sentiment qu'on va vers un clivage un peu profond. Une polarisation voilà, des et que c'est la usages zone du touristiques. compromis ou celle des conciliations ou celle des possibles qui, elle, va s'effacer. Oui, monsieur. Concernant le métaverse, je pense qu'il est important de définir ce qu'on appelle aussi un métaverse. S'il s'agit d'un monde en 3D auquel on accède après un ordinateur ou un device qui nous donne un accès à Internet et à distance pour vivre une expérience immersive, interactive, sociale, on vit à plusieurs, incarné par un avatar potentiellement, ce n'est jamais qu'un rêve éveillé. Et les rêves éveillés, c'est très puissant, c'est très inspirant, mais ça reste un rêve. On nous projette des images et on est incarné dans cet espace. Ça ne remplace pas la vie réelle, ça ne remplace pas le contact, ça ne remplace pas l'eye contact par exemple, et donc ça ne remplacera jamais le fait de vivre l'expérience par soi-même, par son corps, en étant avec tous les mécanismes proprioceptifs qui nous permettent non seulement de voir, d'écouter, mais aussi de sentir, de toucher, mais aussi de sentir notre corps dans l'espace. Donc je pense que ce n'est qu'un moyen de visiter à distance qui se rapproche peut-être d'une forme de réalité parce que nous voyons le monde en 3D, parce que la loi de la nature et de la lumière fait qu'on arrive à reproduire ça quasiment à l'identique, mais ça restera un rêve et qu'on aura toujours en tant qu'humain la volonté d'aller sur place pour vivre soi-même l'expérience. C'est irremplaçable. Merci pour cette réaction. On peut passer à la 3e affirmation sur ce pacte de bonne consommation touristique. Ça ne sort pas du chapeau, hein. Vous savez très bien que l'Islande a aujourd'hui mis en place ce serment que les visiteurs peuvent, il n'y a pas d'obligation, mais que les visiteurs peuvent signer à leur entrée sur le territoire, des séjours sous contrainte, des réglementations plus strictes, plus fortes à l'horizon 2042, probable, pas probable. Est-ce que l'État va être interventionniste sur ce sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, acceptez de dire des bêtises avec nous un petit peu là. Bonne chose, mauvaise chose? Est-ce qu'il faut plus d'État dans ce sujet? Est-ce que les... Très bien. Merci. Les États-Unis, dans les parcs, ont déjà mis en place des régulations depuis longtemps et c'est pas forcément mal vécu. Il y a une partie des places, par exemple des sites comme The Wave dans l'Utah où vraiment ils ont défini un seuil au-delà duquel le site peut pas absorber plus de fréquentation. Je sais pas, c'est une centaine de personnes par jour.
Et il y a une partie des places qui sont mises en ligne très très tôt, et donc voilà, ceux qui s'organisent peuvent aller le voir. Et il y a une partie des places qui est donnée le jour même, en fait, c'est-à-dire que les gens se présentent à l'entrée du site, et c'est les 50 premiers qui ont les 50 places restantes. Alors il y a plein de... Ça dépend, ça varie vraiment selon les sites, en fait, ils ont des politiques qui sont très mixtes. Mais en tout cas, effectivement, il y a un accès, c'est relativement équitable, parce que c'est pas une question de pouvoir d'achat, en fait, c'est effectivement de s'y prendre tôt ou d'être là, d'être chanceux ce jour-là. Mais voilà, il y a pas de, c'est pas celui qui paye le plus cher qui peut y accéder, et ça permet effectivement de préserver les sites. Et moi, ça m'a pas du tout choqué. J'ai fait un autre site ce jour-là qui était très bien aussi. Et en discutant avec les habitants, c'est plutôt vu positivement comme la préservation des espaces. Et c'est pas vécu comme, en tout cas, une contrainte contre laquelle on se rebellerait. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que on peut y aller sur les douches tempérées, minutées, la température de la chambre. Non, peut-être pas. Hein. Ça fait partie des règles, oui, tout à fait. Absolument. Il y a des contraintes. Ça marche. Merci beaucoup. Monsieur. Oui, bonne consommation touristique pour des séjours sous contrainte. On y est déjà un peu, nous, à La Réunion. On a un volcan, par exemple. Hein, et quand il est en éruption, on n'a pas le droit d'aller le voir. Vous voyez, il y a un portail, on ne peut pas y aller. Et l'exemple que vous avez donné, l'Islande, ils ont des volcans. En revanche, ils peuvent y aller. Il y a des associations qui font même le balisage, des associations de bénévoles, qui font le balisage du sentier et qui amènent les touristes. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Est-ce qu'il y a une des dernières réactions sur cette proposition de pacte de bonne consommation touristique? Non, bah vous les faites entre vous, vos réactions, donc ça a l'air de créer en tout cas et de susciter des réactions. Je vais passer la parole maintenant à Noémie, qui se propose de vous livrer quelques clés de lecture sur ce qu'on vient de faire tous ensemble. Puisque donc on vient de faire œuvre de design fiction. On a inventé des micro-récits du futur pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait aujourd'hui. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans vos réactions. On a plus parlé d'aujourd'hui que du futur, mais ça nous permet de se projeter. Et je me tais et je t'écoute. Le design fiction, c'est un mot un peu compliqué et à la mode pour dire finalement simplement essayer de raconter des futurs possibles et créer une conversation autour de ça. Donc c'est vraiment, je crois, ce qu'on a essayé de faire ensemble aujourd'hui. Et je pense qu'il y a eu aussi des débats, des débuts de conversation qui étaient intéressants, avec des reformulations, des nouvelles idées. Donc c'est vraiment ça l'objectif et l'intérêt, à mon sens, de cette discipline, si j'ose dire. Peut-être aussi pour vous donner un autre point de vue sur le sujet et peut-être plus remettre en perspective pourquoi cette approche-là elle est intéressante. Avec la pandémie, vraiment, je crois qu'on a eu vraiment on a vraiment pris conscience aussi que demain serait plus forcément comme hier et que on était dans une espèce de non-linéarité du futur, qu'il fallait en fait commencer à anticiper le fait qu'il y aurait incertitude, complexité et du coup arriver à naviguer là-dedans. Donc c'est vrai que ça rebat vraiment les cartes de la manière dont on anticipe et on pense de ce qui va se passer demain. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire avec la pandémie, en fait, il y a eu une espèce de surprise collective vis-à-vis de ça, à la individuelle et collective. Je crois que ça, c'est assez marquant. Et moi, la question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce que cette surprise, elle n'est pas aussi le symptôme, quelque part, du fait qu'on porte une espèce d'indifférence, ou en tout cas un manque d'attention à ce qui est en train de changer autour de nous et qu'on n'a peut-être pas la capacité de vraiment le formuler et le rendre, en tout cas le considérer comme possible. C'était peut-être de l'ordre de l'inimaginable. Et il y a beaucoup d'experts qui ont qualifié du coup la pandémie de signe noir. Donc le signe noir, c'est ce que Nicolas Nassim Taleb... Le signe comme le volatile. Hein. Comme le volatile, ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, un signe noir, c'est un événement qui est jugé peu probable, mais qui, s'il advenait, aurait des conséquences vraiment hyper importantes et vraiment déstructurantes pour le monde. Donc pensez par exemple à Internet, l'ordinateur personnel ou la Première Guerre mondiale. C'est vraiment des événements ou des innovations qui ont vraiment changé la face du monde.
Et donc la question c'était, est-ce que c'était vraiment un signe noir? À mon avis, quand même le risque pandémique, il était largement identifié. On avait Ebola, on avait le SRAS. C'était vraiment déjà dans les radars, on va dire. Et il y a une futuriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jane McGonigal, qui en fait utilise les jeux vidéo pour simuler le futur. Et déjà en 2010, elle a embarqué en fait 20 000 personnes dans une simulation, donc dans un jeu vidéo, d'un monde sous l'emprise d'une pandémie mondiale. Donc déjà en 2010, vous voyez, ça faisait partie vraiment des scénarios qui étaient vraiment là. Et en fait, du coup, moi, la question que je me suis posée, mais comment est-ce que ça se fait qu'on a considéré que c'était pas imaginable, en fait, puisque du coup, tout était là, en fait. Et Jane McGonigal, elle dit quelque chose de vraiment intéressant. Elle dit, en fait on n'avait pas atteint la masse critique de gens qui avaient, du coup, trouvé ce futur possible. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important de se dire qu'en fait, pour envisager qu'un futur est possible, il faut qu'on ait pu en discuter, le mettre en conversation, le rendre tangible. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Ça peut être des hypothèses qui vous paraissent décalées, qui vous paraissent bizarres, mais on a abouti quand même à des choses, à une conversation qui va quand même sur des hypothèses qui sont tout à fait possibles. Et l'idée ensuite, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on a envie de considérer cette hypothèse-là comme probable? Donc, c'était un petit peu l'exercice qu'on a fait ensuite. Et comment est-ce qu'on s'y prépare et est-ce qu'on est prêt à ça? Donc, c'est un petit peu toute la démarche qu'on essaie de mettre en place avec ces outils-là, et donc notamment avec les fictions, donc l'outil littéraire qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin non plus d'être un génie littéraire, je ne le suis pas non plus, mais en tout cas, c'est cette idée de pouvoir mettre en mots ou mettre en visuel, selon votre talent, votre appétence, simplement des intuitions du futur, et de les mettre en débat entre vous pour se demander finalement, est-ce que c'est probable et est-ce que c'est souhaitable aussi? Il y a cette dimension-là qui est extrêmement forte dans l'approche pour en faire vraiment un outil presque de décision et de stratégie aujourd'hui. Merci Noémie. Rappelez quand même que le design fiction nécessite un travail important de compréhension et de veille des signaux faibles d'aujourd'hui. Sur chaque newsletter que tu rédiges, donc, qui est une fiction du futur, qui est très courte, vous l'avez entendu, il y a toujours entre 15 et 20 sources bibliographiques. C'est 10 heures de travail, ouais. 10 heures de veille en amont. Ouais. Donc elle dit que c'est à la portée de tous. L'outil littéraire est à la portée de tous. Tout à fait. Mais bon, d'autant plus sur votre secteur d'activité que vous connaissez bien, où là, je pense que de toute façon, vous faites une veille permanente et vous êtes toujours à l'écoute, même dans des événements comme celui-ci. Ça fait partie de ces temps-là. Et c'est aussi cette capacité en fait, à digérer et à essayer de retranscrire des intuitions en une réalité possible d'un futur. Merci beaucoup Noémie. On va revenir un peu plus près du tourisme institutionnel avec toi Géraldine. Vous vous livrez actuellement au sein de la commission prospective d'ADN Tourisme à des travaux, comme sus-indiqué, de prospective et demain de design fiction. Tu te proposais de nous faire un petit point d'étape, nous raconter un petit peu comment ça se passe chez vous. Oui, j'avais envie de vous raconter comment en fait la commission prospective travaille et surtout pourquoi il y en a certains d'entre vous qui ont dû participer aux journées de Dunkerque et donc qui ont certainement eu un avant-goût. Cette commission qui est composée d'une vingtaine de personnes qui donc sont dans la relève de la fédération ADN Tourisme. Donc on réfléchit à la problématique suivante: comment les mutations des comportements touristiques vont impacter nos organisations d'ici 2030. Donc pour ça, le groupe de travail a effectivement identifié un certain nombre de tendances, de signaux faibles qui ont été regroupés en 13 variables. Et on en est au point où, à partir de ces variables qui vont des risques géopolitiques aux problèmes environnementaux, etc., donc ces variables vont aboutir à 2 ou 3 scénarios. Et je leur ai proposé, puisque je fais partie d'une association qui s'appelle Futur Proche et qui donc propose à des gens lambda, comme vous et moi, de co-construire des récits. Donc je leur ai proposé de partir sur la création de récits
pour compléter, parce que la prospective part effectivement de tendances et de signaux faibles. Ce qu'amènent les récits, et c'est ce que Noémie fait très bien, en plus de toute la veille qu'elle fait, c'est la partie imagination qui permet en fait de mettre côte à côte deux éléments qui sont totalement improbables et contre-intuitifs pour le cerveau. Et qui malgré tout, quand on les met côte à côte, quand on les imbrique, eh ben, peut amener une troisième, une quatrième piste à laquelle on n'aurait pas pensé. Et donc c'est le pari qu'on va tenter de faire l'année prochaine avec la commission prospective, donc d'imaginer des récits qui pourront être inspirants, qui pourront être effrayants, pour susciter des interrogations et des réactions. Parce qu'effectivement, si c'est juste pour se raconter des histoires et ne pas réagir derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pour la petite histoire, on s'amuse à la FRT à commencer à faire ça avec les offices de tourisme et quelques prestataires. Et on a eu un assez bon accueil, donc on a très envie de continuer chez nous en tout cas. Eh bien, merci beaucoup Géraldine. Il nous reste quelques minutes ensemble. Si vous avez envie de peut-être poser des questions à nos deux expertes. Oui, tout à fait. Je vois des mains qui se lèvent. Je vous passe le micro puisque nous sommes enregistrés. Je commence par le... Oui, on est enregistré, madame. Merci, madame. Non, j'avais juste une remarque puisque j'ai, comme peut-être certains d'entre vous... lu la Red Team, le livre qui est sorti donc Noël dernier, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on peut espérer justement une Red Team du tourisme et avec justement un livre très prospectif sur plus lié effectivement à toutes ces problématiques touristiques que vous évoquiez et futuristes? Ce serait hyper intéressant. Il faut savoir que la Red Team, c'est quand même une initiative du ministère des Armées. Oui, mais peut-être que le ministère pseudo-tourisme pourrait... Du coup, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, si ce n'est à dire que ce serait vraiment une bonne idée. Ou venant d'ADN, peut-être aussi, puisque la commission prospective travaille... Juste, est-ce que vous pouvez définir, dire ce que c'est, la Red Team, pour tout le monde? Oui, effectivement. La Red Team, en fait, c'est une équipe de prospective composée d'auteurs de science-fiction qui, du coup, écrit pour l'armée française des récits prospectifs pour les aider à anticiper les combats de demain. Et donc, en fait, Red Team, pour la petite histoire, ça fait référence à la culture de l'armée, où, en fait, dans l'armée, on a les bleus et les rouges. Et donc là, ils jouent les rouges, donc ceux qui sont les opposants de l'armée, pour les aider, en fait, à imaginer les scénarios possibles et, du coup, les tactiques et les stratégies pour s'y adapter. Voilà. Merci Noémie. Du coup, alors j'ai une Red Team du tourisme. Je pense que ADN pourrait tout à fait jouer ce rôle d'aiguillon du gouvernement pour, pourquoi pas, inciter. En tout cas, avec les travaux de la commission prospective, il y aura déjà quelques scénarios qui vont au moins parler de l'organisation touristique institutionnelle. Donc ça pourra peut-être inspirer d'autres initiatives. Très bien, écoutez, si quelqu'un a le 06 de Christophe Marchais, on lui soufflera à l'oreille. Monsieur, je vous passe la parole, vous aviez une question, une remarque? Merci. Oui, j'aurais une petite question. Est-ce que vous pourriez en quelques minutes nous parler un petit peu plus en détail de votre processus de prospective ou de votre méthodologie? Oui, alors du coup, moi, j'ai décidé de faire une newsletter, notamment pour structurer ce processus, parce que pour moi, c'est un peu toujours la difficulté, c'est que souvent, en tout cas pour ma part, c'est un processus vraiment qui est motivé par la curiosité. On a tendance vraiment à se perdre. Donc moi, la newsletter, en tout cas, me permet de structurer chaque semaine autour de grandes thématiques et de grandes trouvailles, du coup, pour vraiment catalyser. Et ce que disait Géraldine aussi est très vrai, essayer de mettre en relation des choses qui n'ont absolument rien à voir, mais en fait, du coup, de se dire, c'est deux choses que j'ai trouvées dans la semaine, et si je les mets ensemble, qu'est-ce que ça donne? Et en même temps, c'est comme ça que la vraie vie se passe. Donc, du coup, c'est ça aussi qui crée un petit peu la magie un peu de cette approche par la fiction que je trouve vraiment intéressante. Pour mon processus de recherche, moi, donc, ce que je disais, je prépare chaque newsletter me demande environ 10 heures de travail. Donc, 10 heures de veille. Moi, j'ai une veille assez maintenant structurée, à la fois autour de newsletters que je suis beaucoup. Donc, on tourne en circuit fermé, mais du coup, je vais beaucoup lire des auteurs
auteurs américains dans des verticales. Moi, j'ai une approche très généraliste. Du coup, c'est vrai que je suis un peu la grande naïve du sujet du tourisme aujourd'hui. Donc, moi, j'ai une approche volontairement généraliste parce que justement, en allant trop dans des verticales, souvent, on ne voit pas justement ces phénomènes de mise en lien ou de complexité qui ne sont pas forcément visibles. Et j'ai plutôt une approche sociologique, donc plutôt qu'est-ce qui est en train de changer dans les modes de vie. Donc ça, c'est vraiment ma manière de regarder ce qui est en train de changer autour de nous. Et donc, je vais piocher dans pas mal d'experts du travail, les experts de la consommation, des experts même des mom influencers, enfin vraiment des choses très très différentes qui du coup viennent me nourrir en essayant du coup de faire des liens et du coup de trouver les patterns dans les changements. Je crois que c'est vraiment ça le regard qu'il faut, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de chercher à chaque fois. Et puis après il y a beaucoup de recherches à côté sur les théories notamment du changement pour essayer de comprendre où en sont les signaux faibles et à quel degré de maturité ils sont pour se dire est-ce que ça peut advenir en tant que tendance ou est-ce que finalement c'est un épiphénomène qui va mourir. Donc sur les NFT et la métaverse, j'ai pas la réponse. Désolée. Moi-même j'ai un petit peu de mal à me projeter dans toutes ces thématiques. Mais voilà, du coup, très très rapidement mon processus. Donc moi, je suis pas experte, je suis généraliste, donc je m'appuie sur l'expertise de gens que je considère comme beaucoup plus intelligents que moi sur certains sujets, et je me nourris de ça pour essayer de mettre tout ça en lien et d'essayer de comprendre une dynamique sociale plus large. Moi, je peux peut-être compléter parce que la manière dont on s'y est pris sur la commission prospective, on a en fait utilisé la méthode du double diamant. Les premières réunions, en fait, c'était très, très ouvert. On a essayé de réfléchir à tout ce qui passait, tout ce qui nous inspirait, tout ce qu'on a perçu. Et donc ensuite, il y a eu un travail de regroupement. Il y a eu plusieurs idées qui ont émergé. Il y a eu à nouveau un travail de réflexion. C'est ce travail de réflexion qui a abouti aux 13 variables. Et donc même avant ces variables, on a aussi pu auditer des gens comme la sociologue Julie Rieg, qui nous a donné aussi son approche méthodologique. Pour rédiger les 13 variables, on s'est appuyé sur la fiche méthodologique de Futurible, qui est hyper bien structurée et qui permet vraiment de travailler cette fiche. Et donc aujourd'hui, on en est au stade où les 13 variables sont écrites. Et donc elles ont été confrontées, pour certaines retravaillées, mais confrontées notamment aux offices de tourisme. Et c'est ce travail-là donc, qui va être à nouveau remouliné pour aboutir à 2 ou 3 scénarios qui vont ensuite être designés en fiction. Voilà. Comment ça va? Bien? Vous voulez intervenir? Combien de temps vous conseillez justement le pas de temps pour se projeter? Là, vous êtes parti sur 20 ans. Il y a une raison particulière à ça? Idéalement, il faut aller sur 2 dizaines d'années, ou est-ce qu'on peut faire des choses à plus courte échéance, et quel problème ça pose du coup ces pas de temps? Pour moi, la bonne échelle de temps, c'est celle à laquelle vous pensez que le changement peut arriver dans votre industrie. Moi, j'ai plutôt tendance à me projeter autour de 2030 parce que je considère que c'est suffisamment loin pour se dire qu'il y a plein de choses qui peuvent changer, et en même temps, c'est suffisamment près pour se dire qu'on sera quand même dans un univers qui sera relativement proche de ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis plutôt d'habitude sur cette échelle-là. 2040, on est vraiment normalement dans un environnement plus rupturiste où du coup, on peut explorer des choses qui sont moins en lien avec la stratégie et plus en lien avec la prospective. Ça dépend aussi de votre intention. Est-ce que c'est décider aujourd'hui un plan stratégique à 5 ans, ou est-ce que c'est commencer à réfléchir aux usages de demain? Et donc là, on n'est pas du tout dans les mêmes objectifs. Je ne sais pas, toi, sur les... Non, j'ai la même approche que toi. Je pense qu'il faut que ce soit suffisamment éloigné pour qu'on s'autorise des choses, mais pas non plus trop loin où on n'approche plus la réalité. Eh bien, moi, je vais vous dire un grand merci. Il y a beaucoup d'outils à disposition, et c'est un sujet qui mériterait 2 jours de formation, quoi, sans problème, ce qu'on ne va pas faire, en tout cas pas maintenant. Mais donc voilà, il y a beaucoup d'outils. Je vous renvoie bien sûr
vers les travaux de la commission ADN, je vous renvoie vers la newsletter de Noémie qui s'appelle Futur. Je vous renvoie aussi vers le blog itourisme.info où régulièrement sortent des micro-fictions du futur. Grand merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et je vous dis presque bon retour chez vous. Mais je crois qu'il y a peut-être un truc à faire sur la terrasse là, cet après-midi. On m'a soufflé ça dans l'oreillette. Bonne journée à tous.